Je m'appelle Élodie Renard, 34 ans, et voici ce qui s'est passé à Noël dernier. Je suis rentrée chez nous, dans notre grand chalet familial en bois sur les hauteurs d'Annecy, en Haute-Savoie. La cheminée crépitait, l'odeur du chapon rôti embaumait la pièce, toute la famille était réunie autour de la table à rire, à se passer les plats, faisant comme si tout était parfait. J'ai attendu que tout le monde ait la bouche pleine, puis j'ai souri et demandé « Et, est-ce que l'hôpital a déjà envoyé le courrier pour la date de l'opération ?» Mon père et ma belle-mère se sont regardés et ont éclaté de rire. « Ah oui, c'est arrivé la semaine dernière », a dit papa d'un ton super décontracté en coupant un autre morceau de viande, mais on a utilisé cet argent pour la grande fête des 27 ans de Com. Le gamin n'a 27 ans qu'une fois, pas vrai ? La tablée a continué de sourire comme s'il venait juste de parler de la météo. J'ai posé ma fourchette lentement, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit très calmement « Donc, j'imagine que vous ne savez toujours pas qui avait réellement besoin de cette opération. » La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage de papa s'est vidé de ses couleurs. Ma belle-mère s'est figée, sa cuillère de sauce à mi-chemin de sa bouche. Com a juste fixé son assiette comme si de rien n'était. Cette simple phrase a transformé le repas de Noël en cauchemar en 3 secondes chrono. Si vous avez déjà lâché une phrase lors d'un repas de famille qui a failli étouffer tout le monde, racontez votre histoire en commentaire, je jure que je les lis toutes. Et restez jusqu'à la fin parce que ce qui leur est arrivé ensuite ? Ouais, vous allez vouloir voir ça. Leurs visages sont devenus livides et personne n'a dit un mot de plus pour le reste de la soirée. La lumière du matin s'est infiltrée à travers les vieux volets en bois du salon, mais je n'avais pas bougé du canapé de toute la nuit. Mon téléphone était toujours dans ma main, l'écran fissuré depuis que je l'avais laissé tomber des heures plus tôt. Je l'ai finalement déverrouillé et j'ai ouvert l'application bancaire une fois de plus, priant pour avoir imaginé le chiffre 0. 160 000 €. Envolé. J'avais passé les 10 dernières années à maintenir cette famille à flot. Chaque chèque de paie allait directement dans leur vie pendant que je vivais de pâtes et d'heures supplémentaires. Les frais de scolarité de Com en école de commerce à Lyon. L'apport pour sa BMW quand il a eu 21 ans. Le dépôt de garantie pour ce ridicule appartement terrasse au centre-ville pour qu'il puisse réseauter. Les cartes bancaires supplémentaires sur mon compte qu'il distribuait à ses amis comme des bonbons. Je n'ai jamais dit non, pas une seule fois. 11 mois plus tôt, Com avait débarqué chez moi après une soirée. Il s'était écroulé sur mon canapé, ronflant comme une locomotive. J'avais remarqué que ses articulations semblaient enflées. Il se plaignait de douleurs depuis des mois, mettant ça sur le compte de vieilles blessures de rugby. Quelque chose me disait que c'était pire. Pendant qu'il dormait, j'ai soigneusement fait 2 prélèvements sanguins avec un kit que j'avais commandé. Je les ai apportés moi-même au laboratoire le lendemain matin. 2 jours plus tard, le docteur Nolan Bresson, mon ex et toujours le seul rhumatologue en qui j'avais confiance, m'a appelé personnellement. Élodie, c'est une polyarthrite rhumatoïde agressive. Il est dans la fenêtre précoce. S'il commence les perfusions biologiques dans les 6 à 8 prochains mois, il y a 90% de chances qu'on arrête les dommages permanents. Une fois cette fenêtre fermée, c'est la déformation à vie et les opioïdes. Je n'ai rien dit à personne. Com aurait paniqué. Papa aurait balayé ça de la main. Valérie en aurait fait un drame. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai réglé le problème discrètement. J'ai ouvert un compte bloqué spécial à mon nom uniquement, avec Com comme bénéficiaire exclusif pour frais médicaux. J'y ai versé chaque prime, chaque retour d'impôt, l'argent de chaque vacances annulée. 160 000 €, le montant exact que la clinique privée demandait d'avance pour la première année de biothérapie. Comme je voyage pour le travail, j'avais ajouté une seule clause d'urgence en cas de besoin médical immédiat pour Com. L'un ou l'autre parent pouvait demander le déblocage avec une confirmation verbale et un email de suivi de ma part. Je n'ai jamais pensé qu'ils l'utiliseraient. Ils l'ont fait. La semaine dernière, alors que j'étais coincée à Paris sur un projet, Valérie a appelé mon banquier privé. Elle a utilisé les mots exacts, « Élodie est à l'étranger, Com est en crise », elle m'a autorisé à gérer ça. Puis elle a transféré un email provenant d'une adresse qui ressemblait exactement à la mienne, elodie.voyagerpro87@gmail.com, donnant la permission.
Le banquier a vu la clause, a vu l'email, a entendu Valérie pleurer au téléphone et a débloqué la totalité du montant en un seul virement. Où est-ce allé? La fête d'anniversaire des 27 ans de Com. La location d'un chalet de luxe privé à Megève pour le week-end. Un groupe indé semi-célèbre venu de Londres. Des feux d'artifice sur mesure au-dessus du Mont Blanc. 300 invités, dont la moitié étaient des influenceurs qui avaient besoin de contenu. Bar ouvert, traiteur par le chef le plus en vogue de la région, sculpture de glace, la totale. J'ai ouvert l'Instagram de Com. Les stories étaient encore là. Lui faisant du body surf sur la foule. Lui sabrant le champagne sur un balcon au lever du soleil. Lui souriant devant une enseigne au néon qui disait « 27 ans et invincible ». Il n'avait aucune idée que l'argent qui illuminait sa nuit était censé l'empêcher de passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le soleil soit haut, le téléphone éteint sur mes genoux. Mon petit frère, le même gamin que je portais sur mes épaules quand il avait 5 ans, était sur le point de tout perdre parce que nos propres parents avaient jeté son avenir par la fenêtre pour un week-end de likes et de feux d'artifice. Pour la première fois en 10 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti quelque chose s'éteindre en moi. Et c'est ce matin-là que j'ai décidé qu'il devait se débrouiller seul. La sonnette a déchiré le silence à 2 heures du matin. Je savais qui c'était avant même d'atteindre la porte. J'ai ouvert et ils étaient là. Papa, Valérie et Com, tous les trois empestant le bourbon et la rage. Valérie m'a bousculé la première, serrant une épaisse liasse de papier comme une arme. Elle n'a pas perdu une seconde en salutation. Tu as coupé chacune des cartes supplémentaires de Com, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé en claquant les relevés sur ma table basse. Sa carte gold est refusée partout. Il n'a même pas pu acheter d'essence hier. Papa a foncé juste derrière elle. Le paiement de la BMW a été rejeté. La société de recouvrement a déjà laissé un avis sur le pare-brise. Ils viennent la chercher dans 48 heures. Élodie, 48 heures. Comme traînait dans l'encadrement de la porte, Sweat à capuche à moitié zippée, les yeux injectés de sang. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Serette, l'agence immobilière a scotché un avis d'expulsion sous 10 jours sur la porte de l'appart ce matin. Mes colocs paniquent. Je vais être SDF. J'ai fermé la porte lentement et je me suis appuyée contre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas bronché. Valérie a continué, la voix montant dans les aigus. Est-ce que tu as la moindre idée de l'image que ça donne? Ses amis harcèlent son téléphone. Mec, pourquoi ta carte est morte? Il a 27 ans, ce n'est pas un étudiant fauché. C'est humiliant. Papa a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu ne peux pas décider de tout débrancher quand ça te chante. Cette famille fonctionne grâce à ce que tu fournis. Ça a toujours été comme ça. Tu arrêtes, on s'arrête tous. C'est ça le deal. Com est finalement rentré, se frottant la nuque. Allez, hello. Réactive juste tout. Je te rembourserai quand mon prochain partenariat tombera. 2 semaines max, j'ai regardé chacun d'eux, un par un. 10 ans d'excuses, de culpabilisation et de demandes Lydia d'urgence ont défilé dans ma tête. Les milliers d'euros virés à 3 heures du matin pour que Com puisse sauver les apparences. Les vols que j'avais annulés pour payer son loyer. Les anniversaires, les Noëls, les diplômes pour lesquels j'avais travaillé double pour financer. J'ai pris une lente inspiration. Non. Le mot a flotté dans l'air comme un coup de feu. La bouche de Valérie s'est littéralement ouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Pas un centime de plus. Pas un autre paiement. Pas une autre excuse. Le visage de papa est devenu violet. Tu ne décides pas ça. Tu nous finances depuis que tu as 24 ans. C'est ton rôle. Tu ne peux pas juste partir. Mon rôle? J'ai ri, un rire bref et tranchant. Je ne suis pas un distributeur automatique avec un pouls. Com a essayé le regard de chien battu qui fonctionnait toujours quand on était enfant. Serette, s'il te plaît. J'ai des événements prévus, des sponsors. Si je me pointe en ayant l'air fauché, c'est fini.
Valérie a repris les papiers et les a éventés comme des cartes à jouer. Regarde ces soldes. Regarde ce que tu as fait. Tu veux ton petit frère à la rue? Je n'ai pas touché à l'alias. Il a 27 ans. Il a un diplôme. Il n'utilisera plus une voiture qu'il ne peut pas se payer et un appartement qu'il ne paie pas. Ce n'est plus mon problème. Papa a fait un pas de plus, sa voix tombant dans ce ton calme et effrayant qu'il utilisait quand j'étais ado. Tu crois que ça s'arrête là? Tu crois qu'on va juste te laisser détruire tout ce qu'on a construit? Valérie a coupé, les yeux plissés. Tu as 24 heures pour annuler chaque coupure. Les cartes, la voiture, le loyer, tout. Ou tu vas découvrir exactement jusqu'où on est prêt à aller pour protéger cette famille. Comme fixer juste le sol, changeant de pied d'appui, attendant que je plie comme je le faisais toujours. Je suis passé devant eux, j'ai ouvert la porte d'entrée en grand et je suis resté là. Les 24 heures commencent maintenant, ai-je dit. Sortez. Ils n'ont pas bougé pendant une seconde, comme s'ils attendaient la chute. Quand elle n'est pas venue, Valérie a ramassé ses papiers en marmonnant quelque chose de venimeux dans sa barbe. Papa m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Com a hésité le plus longtemps, puis est sorti en traînant les pieds derrière eux. La porte s'est refermée. J'ai verrouillé, mis la chaîne, et pour la première fois en une décennie, la maison était complètement silencieuse. Je suis resté là dans le couloir sombre, le cœur battant à tout rompre, attendant que la culpabilité m'écrase comme d'habitude. Elle n'est jamais venue. Une épaisse enveloppe Kraft m'attendait sur le pas de ma porte quand je suis rentré du travail. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé en gras. Je l'ai portée à l'intérieur, je l'ai ouverte et j'ai senti le sol basculer sous moi. Requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire, tutelle, pour Élodie-Marie Renard, déposée par Grégoire et Valérie Renard, requérants. La lettre de couverture de leur avocat, maître Richard Lenoir, ne faisait que 4 paragraphes, mais chacun frappait comme un coup de poing. Paragraphe 1. J'avais brutalement et sans justification cessé tout soutien financier à ma famille. Paragraphe 2. J'avais montré des signes d'instabilité mentale sévère, incluant un comportement d'isolement et une hostilité irrationnelle. Paragraphe 3. Je posais un risque imminent de dilapidation de mon patrimoine substantiel et un danger pour mon propre bien-être. Paragraphe 4. Si je signais l'accord de curatelle volontaire ci-joint immédiatement, il limiterait la procédure à une simple surveillance financière. Sinon, il demanderait la tutelle complète de ma personne et de mes biens, y compris le droit de me placer sous évaluation psychiatrique et de contrôler toutes les décisions médicales. L'accord pré-rempli était joint. La ligne pour ma signature avait déjà un petit autocollant fléché bleu pointant dessus. J'ai lu tout le dossier 3 fois, les mains tremblant plus fort à chaque page. Ils avaient des témoignages de voisins disant que je quittais rarement la maison. Une impression de mon dossier bancaire montrant que j'avais soldé chaque compte commun et retiré tous les utilisateurs autorisés. Des captures d'écran de SMS que j'avais envoyées à Com lui disant de trouver un travail. Une note du thérapeute de Valérie, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, affirmant qu'elle craignait pour ma sécurité parce que j'étais devenue froide et inatteignable. Ils avaient même joint un projet d'ordonnance d'urgence demandant à un juge de geler tous les comptes à mon nom jusqu'à ce qu'une audience puisse être programmée. J'ai appelé la seule personne que je connaissais qui ne tremblerait pas face à ça, Claire Delorme, l'avocate que j'avais utilisée une fois pour un contrat de travail. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Élodie, calme-toi. Envoie-moi tout de suite. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Il demande une mise sous tutelle pour altération des facultés mentales. La loi française permet à la famille de demander une tutelle s'ils peuvent prouver une incompétence ou un danger imminent. L'accord volontaire est un piège. Si tu signes, tu leur donnes le contrôle total de ton argent et de ta liberté. Si tu te bats, ils vont pousser pour une audience d'urgence devant le juge des contentieux de la protection et demander un mandataire provisoire immédiatement. J'ai déjà vu ça. Quelle est la force de leur dossier? Faible. Mais les juges accordent des ordonnances provisoires tout le temps sur des preuves minces, surtout si les parents pleurent au tribunal. On doit agir vite. Elle m'a dit de rassembler chaque relevé bancaire, chaque fil de discussion SMS, chaque preuve que j'étais parfaitement compétente et que c'était eux qui avaient vidé un compte médical.
Elle m'a aussi dit de m'attendre à ce que les choses deviennent moches. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, entourée de dossiers, scannant des documents jusqu'au lever du soleil. Chaque fois que je pensais à signer juste pour que ça s'arrête, j'imaginais comme ouvrant une autre bouteille de champagne qu'il n'avait pas payée. Et la nausée passait. Au matin, j'avais un plan. Je n'allais rien signer. Je n'allais pas supplier. Et je n'allais certainement pas les laisser m'enfermer pour garder la poule aux œufs d'or en vie. J'ai scellé ma propre enveloppe, plus épaisse que la leur, adressée à maître Richard Lenoir, et je l'ai déposée à la poste. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, on se voit au tribunal. La neige tombait si fort cette nuit-là qu'elle avalait chaque lampadaire d'Annecy. Je venais de me traîner hors du supermarché, les bras chargés de sacs, quand j'ai remarqué la lettre recommandée collée sur ma porte d'entrée. L'enveloppe venait du service RH de mon employeur. Mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. À l'intérieur, une seule feuille, résiliation immédiate de la mutuelle santé en raison de la détection de multiples réclamations frauduleuses dépassant 40 000 €. Cette facture détaillée était agrafée derrière. Hospitalisation d'urgence en psychiatrie à l'hôpital d'Annecy, cure de désintoxication dans une clinique à Chamonix, admission pour surveillance suicidaire, toute datée des 45 derniers jours. Toute me listant comme la patiente. Toute complète avec des signatures électroniques falsifiées qui ressemblaient exactement à la mienne. Je n'avais jamais mis les pieds dans aucun de ces endroits. J'ai appelé l'assurance directement sur le porche, la neige trempant mon manteau. Après 43 minutes d'attente, une superviseure a finalement relu les réclamations avec une voix qui ne cessait de se briser. Madame, ces demandes ont été soumises via le portail avec votre identifiant, votre date de naissance et une attestation numérique. La loi nous oblige à suspendre la couverture en attendant l'enquête. J'ai demandé les adresses IP de soumission. Elle les a lues. Chaque adresse remontait à un lieu que je connaissais par cœur, la maison où j'ai grandi. Cette même nuit, juste après 1h30, quelqu'un a commencé à marteler ma porte si fort que le mur a tremblé. Je me suis glissée vers l'œilleton. 2 voitures de police étaient garées dans l'allée, les gyrophares peignant le blizzard en rouge et bleu. La neige s'est engouffrée de côté quand j'ai entrouvert la porte. L'officier le plus proche de moi époussetait des flocons de ses épaules. Son insigne disait Klein. Capitaine Sarah Klein. Madame, nous avons reçu un appel au 17 d'un membre de la famille déclarant que vous étiez à l'intérieur en train de tenter de vous suicider. L'appelant a signalé avoir entendu des cris et du verre brisé. Nous devons entrer et confirmer visuellement que vous allez bien. Mes dents ont commencé à claquer, et pas à cause du froid. Je suis seule, ai-je réussi à dire. Je dormais. Elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. La procédure exige une vérification quand le signalement est aussi détaillé. Ça ne prendra qu'1 minute. Je me suis écartée. 2 officiers ont traversé la maison, leurs bottes laissant des empreintes humides sur le parquet. Ils ont ouvert chaque placard, regardé sous le lit, éclairé la douche, même ouvert les tiroirs de la salle de bain à la recherche de boîtes de pilules. L'un d'eux a annoncé par radio, sujet localisé conscient, pas de blessures visibles, pas d'armes, pas de signes d'automutilation. Le capitaine Klein m'a tendu un formulaire de refus de transport médical à signer. Ma signature était tremblante. Alors qu'il se tournait pour partir, elle a marqué une pause sur le seuil, la neige tourbillonnant autour de son képi. Vous voulez me dire qui vous en veut à ce point? J'ai ri une fois, un son qui m'a fait mal en sortant. Mes parents. Elle n'a pas scié. On reçoit beaucoup de ces appels. La plupart ne sont pas réels. Elle m'a tendu sa carte. La prochaine fois qu'ils font ça, appelez-moi directement. Je m'assurerai que les officiers qui interviennent connaissent l'historique. Après la disparition des feux arrière, je suis restée dans l'embrasure de la porte ouverte, laissant la tempête entrer jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. Puis j'ai fermé la porte, tiré chaque verrou et traîné une chaise sous la poignée par mesure de sécurité. J'ai ouvert le portail de l'assurance sur mon ordinateur portable et j'ai regardé mon plan premium viré au rouge, annulé, enquête fraude. 40 000 € de fausses réclamations. Un coup de fil à 1h30 du matin avec les flics qui débarquent dans la neige. Ils ne faisaient même plus semblant d'être subtils.
Je me suis recroquevillée sur le canapé, portant toujours mon manteau mouillé, mes bottes goûtant sur le tapis. La maison était silencieuse, à l'exception du vent faisant cliqueter les vieilles fenêtres. Pour la première fois depuis que je les avais coupées, la solitude absolue s'est abattue sur moi comme une avalanche. Personne ne viendrait me sauver. Personne ne croyait même que j'avais besoin d'être sauvée. Je suis restée sur ce canapé jusqu'à ce que le ciel dehors prenne la couleur de l'eau de vaisselle, serrant la carte du capitaine Klein si fort qu'elle a laissé des marques dans ma paume. Un huissier de justice dans un costume gris froissé m'a attrapé sur le parking du supermarché par un après-midi chaud d'avril, le genre de jour où les montagnes semblent assez proches pour être touchées. Il s'est mis juste devant mon caddie et m'a tendu une épaisse enveloppe blanche avec le sceau rouge du tribunal judiciaire. Je savais ce que c'était avant même de voir l'entête. Assignation en matière de tutelle concernant Élodie-Marie Renard. Audience 28 avril, 9h. Salle 2B, tribunal judiciaire d'Annecy, juge des contentieux de la protection Margaret Ellison président. Je me suis appuyée contre ma voiture et j'ai lu chaque page, là, en plein soleil. 11 témoins. Dr Marcus Tran, psychiatre agréé, prétendant m'avoir traité pour une crise psychotique aiguë avec hallucination impérieuse suicidaire. Lisa Chen, assistante sociale, alléguant 3 visites à domicile inopinées où j'avais refusé l'entrée et menacé de m'automutiler. 3 anciens collègues d'un travail que j'avais quitté il y a 5 ans jurant que j'avais commencé à stocker des médicaments et à exprimer de la paranoïa envers ma famille. 2 voisins de rue où je n'avais jamais habité décrivant un comportement erratique, y compris des cris la nuit. Un barista d'un café disant que je m'étais effondré en sanglots en parlant d'en finir. Chaque attestation était datée exactement du même jour. Chacune me peignait comme une bombe à retardement qui avait irresponsablement coupé tout soutien financier à des membres de la famille dépendants, mettant ainsi en danger à la fois elle-même et les autres. La demande priait le juge Ellison de me déclarer incapable, de nommer Grégoire et Valérie Renard tuteurs conjoints de ma personne et de mes biens, et d'accorder des pouvoirs d'urgence immédiats pour geler chaque compte, révoquer mon permis de conduire et me placer en garde à vue psychiatrique en attendant le jugement complet. J'ai conduit directement au bureau de Claire Delorme, les fenêtres baissées et l'enveloppe claquant sur le siège passager comme un oiseau piégé. Claire a étalé les papiers sur sa table de conférence et a commencé à les marquer avec des surligneurs de différentes couleurs. Jaune pour les mensonges, rose pour le parjure, orange pour les crimes. 11 déclarations sous serment déposées à 4 jours d'intervalle, a-t-elle dit d'une voix basse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un orchestre payé. Regarde le notaire, la même femme sur chacune d'elles. Et 3 de ces témoins ont utilisé exactement la même formulation, le sujet a déclaré qu'elle préférerait mourir plutôt que de continuer à soutenir sa famille. Mot pour mot. Elle a ouvert le code de procédure civile sur son ordinateur. Les audiences de tutelle se font sans jury. Margaret Ellison décide de tout ce matin-là. Si elle croit même 30% de ses ordures, elle peut signer une ordonnance sur le champ et tu perds ta liberté avant le déjeuner. J'ai fixé la liste des témoins jusqu'à ce que les noms deviennent flous. Comment ont-tu ça? On ne fait pas que le tuer, a dit Claire en faisant glisser un épais dossier de conclusion sur la table. On l'enterre. Elle avait déjà assigné les registres du notaire, les images de sécurité du café, les fichiers RH de mon employeur prouvant que j'étais au travail à chaque date où j'étais censé m'être effondrée. Elle avait des déclarations de 2 des 11 témoins qui avaient déjà craqué sous la pression des détectives et admis qu'ils avaient été payés 500 € chacun pour signer ce qu'on leur mettait sous le nez. Plus important encore, elle avait le docteur Nolan Bresson. Il témoignera en direct, a dit Claire. Divulgation médicale complète du diagnostic de coma. La fenêtre de traitement manquée. Les documents falsifiés du compte bloqué. La facture des feux d'artifice. Tout sous serment en audience publique. Pour la première fois, tes parents entendront la vérité de quelqu'un qui n'est pas toi. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre dans des boîtes de documents. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque texto, chaque email. Je me suis entraînée à répondre aux questions jusqu'à ce que ma voix arrête de trembler. J'ai arpenté les couloirs du tribunal la nuit quand il n'y avait personne, juste pour mémoriser le chemin du détecteur de métaux à la salle 2B. Le matin du 28 avril, les cerisiers fleurissaient roses contre les murs de pierre.
Je portais le tailleur bleu marine que j'avais acheté pour mon premier vrai entretien d'embauche à 24 ans, celui dont j'avais juré ne plus jamais avoir besoin. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air sentait la cire au citron et la peur. Papa et Valérie étaient assis à la table des requérants dans des vêtements que je n'avais jamais vus, semblant plus petits que dans mes souvenirs. Maître Lenoir n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate comme si elle l'étranglait. Com était assis juste derrière eux, capuche sur la tête, faisant défiler TikTok sans le son, traitant toujours tout ça comme un rendez-vous chez le dentiste auquel on le forçait à assister. La juge Margaret Ellison est entrée à 9 heures précises. Elle était plus jeune que sur les photos, pommettes saillantes, des yeux qui ne rataient rien. Lenoir s'est levé le premier. Madame le juge, c'est le cas tragique d'une fille en crise. Claire était déjà debout. Madame le juge, c'est une tentative calculée de vol financier par le biais d'une tutelle instrumentalisée. Nous demandons le rejet immédiat et un signalement au pénal. Le regard d'Ellison a glissé vers la liste des témoins, puis vers moi. Appelez votre premier témoin, maître Delorme. Claire a eu un sourire petit et mortel. La défense appelle le docteur Nolan Bresson. La porte latérale s'est ouverte et tout ce qu'ils avaient construit a commencé à brûler. La pluie martelait le toit du tribunal comme si elle voulait entrer. J'étais assise à la table de la défense, les doigts glacés autour d'un bloc-notes. De l'autre côté de l'allée, papa et Valérie gardaient la tête haute, chuchotant à Lenoir. Com s'est affalé au premier rang du public, capuche sur la tête, écouteurs aux oreilles. La juge a pris place. La salle est devenue silencieuse à mort, sauf pour l'orage dehors. Lenoir s'est levé le premier, la voix sirupeuse d'inquiétude. Madame le juge, nous essayons seulement de sauver notre fille d'elle-même. Claire s'est levée à côté de moi. Madame le juge, les requérants tentent de prendre le contrôle de la vie et des actifs de ma cliente par la fraude et le parjure. Les yeux d'Ellison se sont plissés. L'avocate a listé un témoin supplémentaire, le docteur Nolan Bresson. Appelez-le. Nolan est entré en portant un costume sombre et un épais dossier rouge. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre rupture il y a des années. Aujourd'hui, ses yeux se sont verrouillés sur les miens pendant une demi-seconde. Stable, désolé, prêt. Il a prêté serment. Claire a commencé doucement. Docteur Bresson, veuillez indiquer votre relation avec Com Renard. Je suis son rhumatologue traitant. Il y a 11 mois, j'ai confirmé une polyarthrite rhumatoïde agressive. Sans traitement biologique la première année, la destruction permanente des articulations est presque garantie. Des halètements ont parcouru la salle derrière moi. Valérie s'est levée à moitié. Objection. C'est privé. Ellison a frappé une fois avec son marteau. Rejeté. Continuez. Nolan a ouvert le dossier. M et Madame Renard n'ont jamais été informées parce que Mademoiselle Renard avait l'intention de financer le protocole complet elle-même. Elle a créé un compte dédié contenant 160 000 € exclusivement pour les soins de Com. Il a projeté les relevés bancaires sur l'écran. L'email falsifié, le retrait, la location du chalet, la facture des feux d'artifice, les paiements aux influenceurs. Le visage de papa est devenu gris. Valérie agrippait le bord de la table. Nolan a continué. La fenêtre de traitement s'est fermée il y a 4 mois. Com fait maintenant face à une déformation à vie et une dépendance aux opioïdes. Cet argent était sa seule chance réaliste. Com a arraché ses écouteurs. De quoi bordel est-ce que tu parles? Nolan s'est tourné vers lui. Tes parents ont utilisé ton argent médical pour payer ta fête d'anniversaire. Tu avais besoin de cet argent pour marcher normalement le reste de ta vie. La bouche de Com s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Il a regardé Valérie. Maman? Elle ne voulait pas croiser son regard. Claire a remis à la juge la pile des 11 attestations de témoins, puis les contre-attestations de 3 d'entre eux. Rétractation, payés 500 € chacun, terrifiés quand les détectives se sont présentés. Lenoir a essayé d'objecter à nouveau. Ellison l'a fait taire. Elle a scanné les documents pendant 8 longues minutes tandis que le tonnerre grondait au-dessus. Finalement, elle a levé les yeux, la voix comme de l'acier.
Après examen des preuves, je ne trouve aucune base crédible pour un constat d'incompétence. La requête est frivole, déposée de mauvaise foi et soutenue par ce qui semble être un parjure coordonné et une exploitation financière. Elle s'est tournée vers Papa et Valérie. Grégoire et Valérie Renard, votre requête est rejetée. Tous les frais de dossier et les honoraires d'avocat de la défense seront à votre charge personnelle. Un autre coup de marteau. De plus, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce dossier entier est transmis au procureur de la République pour une enquête criminelle immédiate sur l'exploitation financière, le faux et usage de faux, et le parjure. La salle a explosé. Les huissiers se sont avancés. Ellison les a regardés droit dans les yeux. L'audience est levée. Les gendarmes vont escorter les requérants hors du bâtiment. Papa a essayé de se lever. Ses jambes ne le tenaient plus. Valérie pleurait ouvertement. Comme restait juste figé, fixant la facture projetée des feux d'artifice qui lui avaient coûté ses articulations. Nolan est descendu de la barre, m'a fait le plus petit signe de tête et est sorti. Je suis restée assise jusqu'à ce que la salle se vide, la pluie martelant toujours les fenêtres, laissant les mots pénétrer. Ils ont perdu, et pour la première fois en un an, je pouvais respirer. La première poussée inflammatoire de Com a frappé en juin. En août, il ne pouvait plus tenir une tasse de café. En octobre, il était en déambulateur. Les antidouleurs sont passés de la codéine au patch de fentanyl en moins de 4 mois. À 28 ans, il s'est qualifié pour l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, environ 970 € par mois. C'était tout son revenu maintenant. Les chèques d'invalidité et tout l'argent au noir qu'il pouvait gratter avant que la prochaine articulation ne se bloque. Papa et Valérie ont tenu exactement 91 jours après l'audience. Les sanctions ordonnées par le tribunal et les frais d'avocat ont dépassé les 130 000 €. Leur maison a été saisie la semaine avant Noël. La banque a cadenassé les portes en bois derrière lesquelles j'ai grandi pendant qu'ils chargeaient le peu qu'ils avaient dans un camion de location. Je n'ai jamais répondu à un seul message vocal. J'ai mis le chalet d'Annecy en vente en janvier. Il s'est vendu en 6 jours, offre comptant d'un couple de Parisiens cherchant une résidence secondaire. J'ai remboursé le reste de mes propres prêts étudiants, fermé chaque compte commun qui avait encore mon nom dessus, et acheté un aller simple pour partir. Lyon n'était qu'à 1h30 de route par l'autoroute, mais ça semblait être une autre planète. Nouveau travail, nouvel appartement dans le 6e arrondissement, nouveau numéro que personne de mon ancienne vie n'avait. J'ai même commencé à utiliser mon deuxième prénom au travail, Marie, juste pour entendre quelque chose qui ne me rappelait pas eux. La signature finale pour la maison était prévue pour le premier jour chaud de mars. J'ai conduit là-haut une dernière fois, fenêtre baissée, musique assez forte pour noyer les souvenirs. Les montagnes avaient l'air exactement pareilles, la brume accrochée bas sur la vallée. Je me suis garée dans l'allée de gravier qui ressemblait autrefois à la maison. Les nouveaux propriétaires avaient déjà changé la boîte aux lettres. La balancelle du porche avait disparu. Quelqu'un avait peint la porte d'entrée d'un bleu canard joyeux au lieu du vert forêt écaillé dont je me souvenais. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois. Le salon où Noël avait explosé. La cuisine où je faisais des croque-monsieur à Com quand il avait 5 ans. Ma vieille chambre maintenant décorée avec de l'art générique et un lit qui n'était pas le mien. J'ai laissé les clés sur le comptoir à côté des papiers de vente et j'ai verrouillé la porte derrière moi pour de bon. Debout sur le porche, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux montagnes qui m'ont vu grandir. Quelque part en bas dans la vallée, Com se réveillait probablement pour une autre journée de douleur qu'il ne pouvait pas fuir. Quelque part dans un petit appartement bon marché, Papa et Valérie apprenaient ce que ça faisait d'être ceux qui n'ont plus d'options. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis juste senti finie. Je suis remontée dans ma voiture, j'ai baissé la fenêtre à fond et j'ai laissé l'air de la montagne frapper mon visage une dernière fois. Puis j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à ce que les sommets disparaissent dans le rétroviseur. Voici ce que je sais maintenant. Ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 24 ans quand j'ai commencé à porter tout le monde. L'amour n'est pas un chèque en blanc. La famille n'est pas un abonnement à vie que vous ne pouvez pas résilier. Et à la seconde où vous faites de votre paix l'urgence de quelqu'un d'autre, vous signez l'abandon de votre propre avenir.
si vous êtes là dehors à payer des factures que vous n'avez pas créées, à élever des enfants qui ne sont pas les vôtres, à garder la lumière allumée pour des gens qui regarderaient la vôtre s'éteindre sans sourciller. Écoutez-moi. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir sans être le méchant. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ils n'auraient jamais laissé les choses en arriver là. Cette maison a disparu. Ces montagnes sont la vue de quelqu'un d'autre maintenant. Et je n'ai jamais aussi bien dormi.